Est-ce que vous pensez qu'il est facile d'utiliser une typologie fondée sur le masculin et le féminin et comment elle se développe? Alors moi j'ai développé, pour aider les gens justement à distinguer le masculin et le féminin dans la période de consultation ou de pré-consultation, j'ai développé la théorie des signaux faibles et des signaux forts. C'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, mais je reviens dessus. Mais justement, j'aimerais bien faire une sorte d'enquête sociologique et psychosociologique avec les personnes qui sont là, puisque nous avons donc effectivement... Il y a deux types de personnes. Les personnes qui ont des récepteurs puissants et les personnes qui ont des récepteurs faibles. Les personnes qui ont des récepteurs puissants peuvent capter des signaux faibles. Et les personnes qui ont des récepteurs faibles ne peuvent capter que des signaux puissants. C'est une sorte de paradoxe, enfin c'est pas un paradoxe, mais c'est une espèce de logique croisée. Donc si je suis un mauvais récepteur, je ne capte que des messages extrêmement puissants, extrêmement forts, extrêmement évidents. Si je suis un bon récepteur, je vais capter des choses que l'autre ne capte pas, et qui sont beaucoup plus subtiles, et qui exigent, un peu comme vous savez, comme des récepteurs ou des télescopes, une très grande sensibilité du récepteur. Et si le récepteur n'est pas assez bon, eh bien, il ne voit pas le signal. Voilà. Donc effectivement, pour moi, nous sommes très inégaux au niveau de notre capacité à capter les informations et capter les signaux. Alors, je vais quand même faire une incidente sur les hommes et les femmes. J'ai proposé de considérer que, en gros, ça va peut-être pas vous plaire, Madame Boudinot, mais peut-être que vous allez toujours dire que c'est une exception, parce qu'il y a des exceptions dans les deux sens. Mais en gros, et ça s'explique par exemple sur le plan de la conception-naissance. La conception est un phénomène beaucoup plus occulte que la naissance. On n'assiste pas à la conception, et puis ce qui a été conçu à ce moment-là, c'est quelque chose d'infinitésimal, c'est quelques millimètres, donc entre les premiers jours d'un embryon, d'une situation embryonnaire, qu'est-ce que c'est une situation embryonnaire? Une situation embryonnaire ne peut être captée que par des gens qui ont des récepteurs forts, qui captent des choses qui sont très difficiles à saisir. Quelqu'un qui dit « Ah ben oui, il est né parce qu'il voit l'enfant tout près qui est né », là, il n'a pas besoin de récepteurs très forts. Il peut le constater, même avec une très faible vue. C'est plus facile de voir un enfant né au bout de 9 mois que de voir un embryon qui a quelques jours d'existence. Donc là, il y a des gens qui ont un mode de fonctionnement qui fonctionne plutôt en termes de « voilà, c'est abouti, je le vois, c'est arrivé ». Ça éclot, ça donne des fleurs, c'est joli, etc. C'est vénusien, je dirais, que de parler de quelque chose qui est amorcé, qui est esquissé, qui est encore dans les limbes, qui est encore extrêmement virtuel, en quelque sorte, qui est même quelque chose d'abstrait. Et donc, effectivement, là, nous aurions des différences psychiques, et je demanderais donc, effectivement, que les gens se reconnaissent à ça. Et je n'ai pas besoin de faire de thème astral pour savoir cela. Et je ne pense pas d'ailleurs que le thème astral le permettrait très raisonnablement. Bon, donc ça, c'est des choses très simples, mais il y a des gens qui sont tellement peu capables de capter les choses, qu'ils ont toujours besoin de la béquille du thème astral pour pouvoir dire quoi que ce soit sur quelqu'un. Et sans le thème astral, ils sont muets. Bon, alors effectivement, il y a des périodes qui sont, comme je disais ce matin, favorables, qui ne peuvent être gérées que par les personnes qui sont favorables aux personnes qui émettent des signes. Parce que le problème aussi, qui émettent des signes faibles, quelqu'un qui est... par exemple, on parlait d'abstraction. L'abstraction, c'est un signe faible, l'abstraction. Quand vous dites des choses générales, c'est plus faible que quand vous dites des choses particulières et spécifiques. Parce que ça veut dire que ça concerne un grand nombre de cas et qu'il faut faire l'effort de dire oui, il y a cette abstraction, on va essayer de la préciser, etc. Donc, paradoxalement, quelqu'un qui a l'esprit abstrait, il peut rendre concret facilement l'abstrait. Je veux dire, c'est-à-dire que tout de suite, il va penser à... Par exemple, on disait, donnez-moi un exemple. Quelqu'un qui a l'esprit abstrait, vous dites quelque chose d'abstrait, tout de suite, il le relie à quelque chose de concret. À partir de l'abstrait, il fait tout de suite du concret. Mais quelqu'un qui n'a pas l'esprit abstrait, si on ne lui donne pas du concret, il a besoin qu'on lui donne un exemple, un cas particulier, un cas d'espèce, etc. Alors effectivement, le paradoxe de l'astrologie, c'est que l'astrologie, certains astrologues s'imaginent que les gens n'ont pas le sens de l'abstraction.
je crois que c'est une erreur de base de ça. Les gens ne sont pas des imbéciles. Moi, j'ai fait plusieurs fois des expériences comme ça. Vous leur expliquez un système abstrait, ils peuvent l'appliquer à leur cas personnel. Hein, ils sont capables de dire, oui, effectivement, il y a cette généralité, mais pour moi, ça veut dire ceci, je comprends que ça veut dire cela. C'est eux-mêmes qui font le travail. Et d'ailleurs, la question de savoir si l'astrologue peut faire le travail à la place du client, c'est une grave question. Est-ce qu'il ne faut pas laisser le client faire ce travail qui est beaucoup mieux placé pour le faire que l'astrologue qui ne connaît pas du tout le client? Ça, c'est le problème aussi de l'outil astrologique. Moi, je dis, donnons l'outil à des gens qui s'y connaissent et puis qui fassent le travail eux-mêmes. Parce que moi, je ne peux pas, à leur place, je n'ai pas les informations qui me permettent voilà. Alors, si je vais deviner sans savoir... Alors, c'est le problème. Alors, ça, moi, j'ai trouvé ça très amusant. Cette idée que ce qu'on ne sait pas, on va essayer de le deviner. Bon, il y a des gens comme ça, souvent parce qu'ils n'ont pas assez de culture, etc., ils pensent qu'il faut tout deviner, ils ne savent pas poser de questions, donc il faut deviner, par exemple. Bon, il faut deviner ce que la personne veut dire, il faut... Voilà. Bon. Alors, donc concrètement, mesdames, est-ce que vous considérez que vous êtes vous êtes des gens qui sont plutôt... qui ont besoin, par exemple souvent, on entend souvent chez les femmes, c'est pas assez clair. C'est pas assez clair ou c'est pas assez bien présenté. Ça c'est aussi intéressant parce que justement, cette problématique, par exemple pour un martien, il suffit de dire un certain nombre de choses qui donnent des directions, qui montrent qu'il faut continuer dans cette direction, et puis ça lui va. Pour le vénusien, il faut que ce qu'on lui fournisse soit complètement achevé, terminé. Impeccable, etc. Donc il y a aussi cette problématique de l'esthétique. L'esthétique martienne est une esthétique du mouvement, des choses qui sont en gestation, qui se présentent. L'esthétique vénusienne est une esthétique où il faut que les choses aient pris une dimension spatialement satisfaisante, etc. On a eu d'ailleurs des débats à ce sujet ce matin, avec des sensibilités justement qui sont très différentes à ce niveau-là. Le martien qui discute avec le vénusien sera toujours en train de lui dire mais c'est pas assez clair, c'est pas assez précis, il n'y a pas eu assez d'éléments qui prouvent que, etc. Parce que les éléments qui sont apportés par le martien, il ne sait pas les appréhender correctement, il ne sait pas le poids qu'ils peuvent véritablement véhiculer, etc. Et donc il y a un problème il est sur sa faim, il reste sur sa faim parce qu'on n'a pas eu d'aide, etc. Mais inversement, on a vu par exemple dans les colloques d'astrologie organisés par nos confrères qu'il y a très peu d'hommes dans ces colloques. Pourquoi? Il y a des cas où il y a 99% de femmes dans les colloques qui se tiennent à Lyon, à Paris ou à Bordeaux, parce que le discours est tellement vénusien qu'il n'y a plus de place pour la dimension martienne. C'est-à-dire que le discours est tellement ronronnant, tellement fermé sur lui-même, que quelque part, le type martien, il ne se retrouve pas parce que c'est trop lourd. C'est-à-dire que c'est trop spécifique, c'est trop particulier, et donc il s'en va, il fuit. Et inversement, dans des réunions qui sont plutôt martiennes, le vénusien, lui, il n'est pas content parce que c'est pas encore établi, c'est pas confirmé, je sais pas quoi, etc. Donc effectivement, on a vraiment une dualité fondamentale, et il est important quand même que l'astrologue, avant de se lancer dans des histoires d'interprétation de thèmes individuels, ait une connaissance des grands clivages généraux. Parce que vous allez vous casser la tête à expliquer à quelqu'un que d'après son thème, il est comme ci, comme cela, alors qu'en réalité, déjà, si vous saviez ce que c'était que l'élément masculin et féminin, vous pourriez déjà commencer à faire un portrait psychologique de la personne dans lequel elle se reconnaîtrait. Moi, par exemple, il y a quelques années, dans cette salle, c'était en l'an 2000, on avait fait ça, on avait pris des cobayes comme ça, et on avait commencé par dire, voilà, on définit, d'ailleurs ça a été enregistré dans notre télévision, on définit ce que c'est que le masculin et le féminin, et après on reçoit la femme ou l'homme, et au lieu de l'interpréter son thème, on lui dit simplement ce qu'on a dit sur le masculin et le féminin. Alors on peut lui faire croire que c'est dans le thème, en réalité c'est simplement parce que c'est un homme ou une femme. Donc effectivement, on s'aperçoit qu'on gagnerait beaucoup de temps déjà, on défricherait énormément le travail. Si déjà on maîtrisait parfaitement la question du masculin et féminin, on aurait déjà des clés psychologiques importantes que le thème viendrait éventuellement préciser et compléter, mais il ne viendrait que compléter et préciser
une typologie fondamentale qu'il faut bien maîtriser. Et si vous maîtrisez déjà très bien la question des signaux forts faibles et des comportements par rapport à un certain nombre de choses, le fait que les choses sont en commencement ou en aboutissement, ben déjà vous allez vous apercevoir que les clients, ils ont déjà l'impression d'être très bien compris. Donc là aussi, comme tout à l'heure je disais pour le cycle, il faut qu'ils sous-tendent toutes les méthodes prévisionnelles, le cycle central de Saturne doit sous-tendre toutes les méthodes prévisionnelles. Là, la question du masculin et féminin doit sous-tendre également tous les processus de description psychologique. Il faut déjà avoir ça, qu'on complète ensuite par le thème natal n'est là que pour compléter. Pourquoi il est là pour compléter? Parce que d'abord, premièrement, le thème natal, il est né d'où le thème natal? Il est né de la médecine, il est né de la pathologie. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une dimension pathologique. C'est-à-dire que vous avez un système de normalité qui est complété par une pathologie. Hein? C'est normal, quand il y a toujours une pathologie qui vient compliquer, qui vient complexifier la normalité. Donc effectivement, toutes ces méthodes de thème astral, appliquées à des systèmes relativement simples de la dualité ou des cycles, ils viennent là pour traiter, pour gérer de la pathologie, c'est-à-dire pour gérer de la complication. Et chacun sait très bien que quelqu'un qui est malade, on n'est jamais plus individuel que quand on est malade. Hein? Parce que quand on est malade, on est un cas particulier. On a tel ceci, tel cela. Pour ça, certaines personnes se réfugient dans la maladie pour justement se faire reconnaître dans leur individualité. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que l'origine même de toutes ces méthodes astrologiques semblerait être née du monde médical, en fait. C'est-à-dire que c'est comme quand une voiture ne marche pas, ça devient la panique. Quand un téléviseur ne marche pas, ça devient la panique. Donc c'est dans ces périodes-là que de dysfonctionnement de la machine, de l'être humain, de la société de l'époque, que l'on commence à s'intéresser à l'astrologie pour savoir qu'est-ce qui a fait que ça ne marche plus normalement. Il ne faut jamais perdre de vue donc, que c'est un outil de traitement de la crise, de traitement pathologique. Donc qu'il ait la légitimité de se greffer sur des systèmes normatifs, comme le masculin et le féminin, ou comme les phases de Saturne, etc., pourquoi pas? Mais il faut bien savoir que c'est un élément qui vient se rajouter et qui est ponctuel. Et c'est pour ça que je suis contre le thème natal. Parce que le thème natal, ça donne l'impression que cette pathologie, elle est presque inhérente à l'individu. Mais en revanche, je suis tout à fait d'accord pour qu'on fasse le thème d'un moment particulier. La personne vient vous voir, elle a une crise, elle est en difficulté, vous dressez le thème pour comprendre ce qui se passe maintenant, parce qu'on fait un thème pour comprendre une situation spécifique qui se déclenche à ce moment-là, ou un mal spécifique. Donc le thème d'astrologie, c'est avant tout une astrologie horaire, en fait. La véritable justification de l'astrologie, pour moi, c'est l'astrologie horaire. C'est-à-dire, oui, vous avez le système général, oui, d'accord, mais actuellement, il y a un problème particulier, on fait le thème horaire pour savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce moment-là. Mais c'est l'idée de faire un thème natal, qui impliquerait une sorte de norme dès le départ de la naissance et qui aurait une valeur tout au long de la vie. Non, la crise, elle est ponctuelle, on fait un thème ponctuel. Donc effectivement, pour revenir au masculin et féminin, vous par exemple, Marie-Christine Boudinov, je ne sais pas comment c'est, bon, on va revenir à des choses extrêmement basiques. Je vais vous poser une question qui ne veut pas même d'une provocation. Qu'est-ce qui distingue les hommes des femmes? C'est très difficile de le dire avec absolutisme, parce que d'ailleurs je crois que chez les Chinois, on distingue les hommes-hommes des hommes-femmes et les femmes-femmes des femmes-hommes. Intéressant ça. Il est très difficile de se prononcer. Et en ce moment, je crois qu'il y a un débat sur le genre. Voyons, on a 4 possibilités là. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Il y a Mars, Vénus, et puis il y a les situations intermédiaires. Et tout. Le Tao, le Yin. Voilà. Oui. Et il y a un petit point blanc dans le noir. Et oui, c'est ça. Bon. Il y a aussi Animus Anima de Jung. Absolument, absolument. Et chacun, malgré tout, a son dosage personnel. Oui. Mais malgré tout, est-ce qu'on peut parler du caractère des femmes, du comportement des femmes et celui des hommes, avant d'entrer dans des cas particuliers On peut parler de généralité, de tendance générale. Oui. Moi, je me méfie énormément des généralités. Ah oui, vous méfiez des généralités. Oui. Voilà, là, c'est intéressant. Parce que la notion de généralité, c'est justement une notion d'abstraction. Oui, voilà. Mais alors, c'est bien. Il faut une certaine abstraction, et ce sont des qualités, en général, masculines, bien sûr. Mais, au moins, vous le dites, et
on peut y souscrire dans une certaine mesure. Mais malgré tout, il faut savoir aussi redescendre à l'analyse. Pour moi, il faut l'analyse et la synthèse. Et dans la synthèse, en général, les hommes sont supérieurs, en général, mais seulement en général, et les femmes dans l'analyse, mais seulement en général. Après, il faut concilier les deux. Les deux démarches. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a dit, ce matin, vous n'étiez pas là toutes les deux, on a dit qu'il y avait des périodes qui étaient plus favorables à certains types de comportements et d'autres périodes qui sont favorables à d'autres périodes, ce qui est logique. Sans aucun C'est doute. logique, n'est-ce pas bon, certains vous diront que ça a un rapport avec le thème natal, moi je dirais que laissons de côté le thème natal, mais il est vrai qu'effectivement, quand il se passe certaines choses d'un certain type, c'est des gens qui sont mieux dans leur peau que d'autres. C'est clair. Certainement. Et c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça que je dis, appréhender la masculinité et la féminité de quelqu'un, c'est pouvoir l'inscrire correctement dans une cyclicité. C'est pour ça que ce thème n'est pas extérieur à notre discours sur la cyclicité et le symbolisme, si on peut considérer qu'en plus, l'homme et la femme, on est quand même au cœur du symbolisme aussi, quelque part. C'est aussi Mars-Vénus, etc., comme dirait John Gray. Alors vous, qui êtes psychologue, là, pouvez-vous nous apporter d'un côté, d'abord, qu'est-ce qu'on dit en psychologie sur ce sujet, dans les facultés de psychologie, sur les genres, qu'on appelle les études de genre, et puis vous, personnellement, est-ce que vous pensez que au niveau de la compréhension entre l'homme et la femme, souvent ce qui fait défaut, c'est justement qu'on ne comprend pas qu'ils sont différents, et qu'ils réagissent différemment, et qu'ils n'ont pas vraiment les mêmes perceptions, les mêmes valeurs. Dites-nous faites un effort pour dire quelque chose. Alors, il y a celui qui en a parlé, c'est Jung, avec l'homme, L'animus et l'anima. L'anima et l'animus. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Alors qu'un homme, il était avec donc son animus masculin, et son anima, et il avait à laisser à faire la place à son anima. Et une femme, comme c'est l'anima, elle devait Vous êtes d'accord là-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le contenu de tout ça? Eh bien, c'est qu'en chaque être humain, qu'il soit homme ou femme, il y a, ce que vous avez dit tout à l'heure, l'homme et la femme. Oui, c'est le chaos, machin. Mais quel est le contenu? Quel est le contenu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire l'homme et la femme? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez vu comment elle fonctionne? On ne sait toujours pas de quoi on parle. L'homme et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui caractériserait le masculin? Qu'est-ce qui caractériserait le féminin? Qu'est-ce qui caractérise l'appréhension. Attendez, ne soufflez pas. Comment l'absence du coup, c'est le yang, le masculin, qui caractérise. Bon. Alors qu'est-ce que c'est que le yang? Ça devient. Vous avez remarqué? Alors qu'est-ce qui caractérise le yang? Qu'est-ce qui caractérise le yang? C'est l'action. Oui, c'est l'action. Non, ne soufflez pas. Ah oui, c'est l'action. Et les psychologues, normalement, elle devrait connaître. Penser, machin, enfin, bon. On a l'impression qu'il y a un flou artistique. Regarde, elle est dans le milieu des psychologues, et finalement, quand on lui demande le masculin et le féminin, on a l'impression que c'est un sujet qui est complètement évacué. Elle a pris au débeauté, la pauvre. Mais non, écoutez, au débeauté, vous plaisantez, c'est un bagage. Mais bon, c'est un sujet on constaterait, c'est un sujet qui apparemment ne fait pas partie des sujets couramment abordés dans votre domaine, on a l'impression. L'homme, oui, enfin, ou alors peut-être que je le mets pas forcément en mots, quoi. Oui, pas d'étiquette. Non, pas d'étiquette, mais bon, l'homme, c'est l'action, c'est d'aller vers l'extérieur, c'est d'aller découvrir le monde, c'est d'aller... et la femme, c'est plus dans la réceptivité, dans l'intuition, c'est l'anima. Et c'est bien pour ça que Jung disait que... Comment? Si je devais mettre un substantif, je dirais émetteur, récepteur. Oui, plutôt émetteur. Oui, il disait que pour un... plutôt récepteur. Ouvert. Alors justement... C'est la coupe qui est ouverte qui reçoit. Oui, mais justement, c'est exactement le contraire. C'est exactement... Alors, un homme... C'est exactement le contraire. Quand il laisse la place à son anima, il devient créatif. Oui. Sinon, il n'est que dans l'action et pas dans une harmonisation. Oui. Voilà. Et la femme, pareil, si elle veut créer, il faut qu'elle prenne un petit peu d'animus, c'est-à-dire d'action, de volonté d'action, de mouvement, pour pouvoir produire quelque chose, d'avoir une action sur le monde. Oui. Voilà.
Bon, écoutez, moi je ne pense pas que ce soit très, très concluant comme... Peut-être pas. franchement. Mais je pense, parce que j'ai lu dernièrement, enfin, il y a, Même John Gray dit des choses plus concrètes là-dessus. L'évangile de Philippe, les évangiles de Philippe et de Thomas ont été retrouvés là en 1945-47. Et dans cet évangile de Philippe, il en parle de ça. Et c'est vrai que dans la Bible, Dieu créa homme et femme. Il les créa. Et finalement, je repense de plus en plus ça, homme et femme. Il les créa. C'est pas homme ou femme. Il les créa. Et jusqu'à présent, on considère toujours que c'est homme ou femme. On est homme ou femme. Mais non, on est homme et femme. Et dans cet évangile-là, donc qui date de 200 ans après Jésus-Christ, bon, il disait, c'était ce que j'ai lu, c'est que sur la croix, il représentait l'homme et la femme. C'est assez fabuleux, c'est la première fois que je le lis. Voilà, parce qu'en général, c'est l'homme et ensuite la femme qui est créée avec toute la côte. Il est créé mâle et femelle, ça peut vouloir dire aussi androgyne. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Dans la mythologie, ça peut dire Adam et Lilith, Adam et Lilith, la bagarre, ou androgyne. Et le pauvre Adam, lui, qui se fait avoir une première fois parce qu'il va demander à Yahvé, je voudrais bien une autre un peu plus gentille que Lilith, Bon, on lui fait Ève, qu'on fait un peu comme lui, parce qu'on lui tire de son côté, ou je ne sais pas quoi. Et puis après, Ève, qui elle, par contre, il y avait le côté yang, à mon avis, de Ève, parce que c'est elle qui prend la pomme et qui... Absolument. Et qui ensuite la donne à Adam, et ensuite prend manger. Et l'idiot d'Adam, bêtement, il le fait. L'idiot, absolument, le pauvre naïf. Quand je dis l'idiot, c'est péjoratif. Oui, non, mais c'est une plaisanterie, mais malgré tout, il s'est laissé mener. La femme est l'avenir de l'homme, disons. Voilà, il ne s'est pas montré martien, là, à ce moment-là. En effet, sa femme, et c'est la version qui est mauvaise. C'est intéressant de regarder. Il faut savoir les textes réels, parce que dans les différentes traductions, là aussi, il y a des transmissions qui sont très particularisées. Voilà, bref. Parce que par exemple, effectivement, dans le texte hébraïque là, sur l'homme et la femme, c'est Ish et Isha. Donc on distingue bien Ish, c'est la dualité. On est quand même de la dualité très clairement. Oui. Mais de toute façon, on projette là des fantasmes de la modernité actuelle qui sont plus ou moins vers l'androgynat. Mais l'astrologie apparemment n'est pas du tout androgynale. L'astrologie est au contraire marquée par des polarités majeures, Mars-Vénus, printemps-automne. Je veux dire, c'est pas très heureux pour un astrologue d'être dans l'androgynat, alors que justement il est censé comprendre qu'il y a des phases de cycle qui se distinguent, qui se différencient des comportements. Donc c'est pas très très heureux. Mais je voudrais revenir sur cette question que tu as abordée un petit peu légèrement, mon cher Jean-Claude, du récepteur et de l'émetteur. En réalité, c'est exactement l'inverse. Qui est, pour les gens qui sont spécialisés dans ce sujet comme moi, c'est exactement l'inverse qu'il faut dire. C'est l'homme est récepteur et la femme émetteur. Pourquoi? Parce que le récepteur, d'abord tout à l'heure on a parlé du martien. On a dit que le martien devait avoir devait être un très bon récepteur, et que le vénusien était un mauvais récepteur justement. Parce qu'un récepteur qui ne capte que des messages forts, c'est pas un bon récepteur. Puisqu'il ne capte que des choses qui sont évidentes à lui. Un bon récepteur, c'est quelqu'un qui capte des choses beaucoup plus subtiles. Bon, donc déjà, c'est un premier point. Deuxièmement, toute personne qui connaît la psychologie féminine sait à quel point les femmes adorent émettre. Elles adorent dire des trucs, elles adorent sortir des choses, elles adorent raconter, elles adorent exposer. Donc effectivement, cette dimension pédagogique, vous n'avez qu'à écouter des femmes pendant quelques heures, elles racontent toutes sortes de choses. Donc elles sont dans une hyper-émission, au contraire, hyper-émission, et une émission extrêmement lourde, souvent. C'est-à-dire des trucs très détaillés, très complexes, très travaillés, etc. Bon. Alors, et d'ailleurs, ce qu'on a dit tout à l'heure vénusien sur l'idée d'une expression aussi achevée que possible, cette expression aussi achevée que possible, c'est justement l'hyper-émission, encore une fois. Le fait que quelqu'un qui est dans l'abstraction, par exemple, il n'est pas dans une énorme émission. Puisque l'abstraction, justement, elle se prête à toutes sortes d'interprétations, donc déjà l'émission est faite, puisque l'interprétation va varier. Donc finalement, là, il y a une erreur qui est liée tout simplement, historiquement,
au fait, moi je sais que j'ai commis cette erreur pendant longtemps, qui est liée au fait que, effectivement, quand l'homme féconde la femme, elle est réceptrice. Mais prenons un cas encore plus amusant. Ce que je voulais entendre par ça, effectivement, c'était que quand je disais récepteur, ça veut dire que peut-être l'élément féminin, disons, a besoin plus du monde extérieur pour réagir, alors que pour l'homme, il a besoin plus émetteur, il a besoin, disons, c'est auto-émetteur de son monde à lui intérieur. Il va agir, il n'a pas besoin forcément d'avoir quelque chose d'à côté, qui va le pousser à agir. Il va agir, il va auto-motiver. Son auto-autonomie, quoi. Oui. C'est gentil pour les femmes, ça. C'est pour ça alors que la femme, elle est beaucoup plus sensible au milieu extérieur et tout, elle reçoit, elle est faite pour la synthèse. Oui, d'accord. Mais malgré tout, je crois que il faut quand même faire très attention à employer ces mots-là. Absolument. Parce qu'on les maîtrise pas. Quand on emploie des mots, il faut les maîtriser. Et souvent, les gens, d'ailleurs, prennent leur... On rencontre tout le temps des gens qui utilisent des mots dont ils ne maîtrisent pas tous les tenants et les aboutissants. C'est un peu un problème. Effectivement, je vais vous donner un exemple que j'ai souvent travaillé là-dessus. Si vous posez une question à quelqu'un, par exemple, vous pourriez croire que celui qui pose la question est émetteur, puisqu'il pose la question. En réalité, ça n'est pas une véritable émission. Parce qu'en réalité, c'est la réponse qui va être une émission. Il va déclencher l'émission. Comme le psychanalyste, par exemple, vous êtes sur votre matelas, il vous dit « Ah oui ?» ou je sais pas quoi, comme ça. Oui, il suscite. Voilà. Ça, c'est pas une vraie émission. C'est une émission minimale. En réalité, la véritable émission, c'est celui qui répond. Mais c'est vrai que dans la tête des gens, même sur le plan étymologique, les gens disent « récepteur-réponse ». En réalité, c'est pas du tout ça. Celui qui répond, il émet. Et d'ailleurs, la plupart des gens que j'ai interrogés n'ont pas fait cette erreur. Il émet la réponse, il émet ce qu'on attend. Alors que l'autre, c'est déjà... Lui, il a un manque et il attend ce manque, il pose une question, mais qu'on attend d'un manque. Voilà. Donc, en fin de compte, comment ? Pardon, mais y aurait-il une réponse s'il n'y avait pas une question? Oui, mais cette question, c'est une émission, ce que j'appelle l'émission minimale. C'est-à-dire qu'effectivement, pour revenir à votre idée, il y a 4 catégories. Il y a émission minimale, émission maximale, réception minimale, réception maximale. Effectivement, il faut un minimum il faut que l'homme soit un minimum dans l'émission. Oui, un tout petit peu, un zeste d'émission pour provoquer la réaction. Oui. Mais ça n'est pas du tout du même ordre. Hein? Et il faut un minimum de réception, que la femme entende un peu la question pour qu'elle émette. Donc c'est une évidence qu'effectivement il faut un minimum de un minimum de questionnement, même celui qui est récepteur, pour provoquer la réception de l'autre. Et il est évident que si une femme n'était pas un minimum de réceptrice, elle n'entendrait pas la question. Donc on est bien d'accord sur le fait qu'effectivement, mais c'est pas du tout la même chose. Celui qui entend la question, il est récepteur de façon extrêmement minimale, il entend la question et hop, il se déclenche. De même que celui qui pose la question, il pose la question et hop, elle se déclenche. De même que celui qui pose la question peut ne pas entendre la réponse. Parce que la psychanalyse, c'est pas que dans un sens. Là, c'est le psychanalyste qui a besoin d'être psychanalysé aussi. Souvent, oui, il y en a souvent besoin. Donc ça dépend aussi du cas. Oui, bien sûr. Mais globalement, ce qu'on a voulu expliquer là, c'est qu'on a donc un système à 4 facteurs qui est intéressant. On a effectivement, de même que tout à l'heure, on en a parlé ce matin, c'est qu'il y a effectivement les gros processus, c'est-à-dire la grosse émission, la grosse réception, et puis entre les deux, il y a des cas intermédiaires qui permettent de faire le lien. Je suis obligé, pour provoquer la réception, pour que la personne émette, il faut que je la déclenche. Donc il faut que je mette moi-même. Et il faut qu'elle-même, elle entende même si elle est très mauvais récepteur, elle va être suffisamment récepteur pour entendre ma question et pour pouvoir se déclencher. Donc on est bien dans quatre possibilités, et c'est très intéressant, donc finalement on est toujours dans le 4. Mais il faut bien comprendre que malgré tout, et ça je m'aperçois que malheureusement les astrologues utilisent le langage courant, alors ça c'est aussi un autre sujet. Est-ce qu'on peut travailler avec le langage courant sans réfléchir sur les significations des mots qu'on emploie, hein? Par exemple, tout à l'heure, notre ami Guylaine Janson, qui est gentil, vous avez vu que pendant toute une période, on était dans une sorte de langage qui on renvoyait à des mots, mais on ne savait pas de quoi on parlait finalement. Et à un moment donné, le langage, il renvoie à un savoir qui n'est pas dans le langage lui-même. Croire que le langage est porteur de son propre savoir, ça c'est une illusion aussi quelque part. Il y a des gens qui ont appris à parler
moi je dis toujours, ils ont appris à parler, ils croient que ce qu'ils ont appris à parler, ça leur sert de savoir. Donc il faut un petit travail sémantique. Ah oui, qu'est-ce que ça fait penser, féminin, masculin? Et puis il revient. C'est le niveau mental 8 ans, ça. La personne à 8 ans, elle a déjà tout son bagage linguistique, et donc elle travaille sur... Il y a beaucoup de gens qui ont dû avoir fait l'université, ce qu'ils ont appris après l'âge de 8 ans, c'est quasiment rien. Ils ont déjà tout, ils savent tout déjà à 8 ans. L'université, encore une fois, c'est l'expression de la science sur Terre à un moment donné. Oui. Voilà, elle est imparfaite. Et c'est pas une raison pour rester dans les balbutiements du langage. La psychologie que j'ai une cliente là, qui en 3e année de psychologie, elle n'a pas fait de psychologie, pourtant elle est en 3e année de psychologie. La psychologie à l'heure actuelle en France, c'est beaucoup de statistiques. Voilà, par exemple, la psychologie, elle est psychologue par nature, donc à la limite, elle n'a même pas besoin d'apprendre la psychologie. Mais en 3 ans, ils n'apprennent pas la psychologie. Et ça s'appelle une université, Jacques Albrone. Et on est en France. Pourquoi vous voudriez qu'ils apprennent l'astrologie? Et on est en 2012. C'est C'est pour dire...